Bonjour, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est donc le corrigé d'un sujet de baccalauréat. Donc c'est le sujet numéro 2 du 15 mars 2021. C'est un sujet qui avait été donné par les inspecteurs, donc pour qu'on puisse se rendre compte un petit peu des adaptations qu'il y avait eu pour le Covid, pour cette épreuve de 2021. Cet exercice, l'exercice 2, c'est donc un exercice sur les suites numériques qui fait appel du coup à toutes les notions que vous avez pu voir sur les suites numériques cette année, donc notamment le raisonnement par récurrence, les calculs de limites, les théorèmes des gendarmes, les théorèmes de comparaison. Il y a même un algorithme, un programme écrit en Python à la fin du sujet. Sujet assez intéressant, entraînez-vous dessus parce qu'en même temps, un petit peu original, il mêle deux suites, une suite U, une suite V. Voilà. On y va, c'est parti. Donc on considère les suites U et V définies par les relations qui sont ici. Dans toute la suite de l'exercice, on admet que les suites U et V sont strictement positives. Donc très important, hein. Il faut retenir ça, cette information, on admet que les suites U et V sont strictement positives. Question 1A, on nous demande de calculer U1 et V1. Donc je recopie les relations qui génèrent les suites U et V. Pour calculer U1, eh bien, j'utilise cette formule. UN plus 1 égale UN plus Vn. Donc ça marche pour tout n appartenant à grand N. Donc ça va marcher pour U0 plus V0. Ça va me donner U0 plus 1, c'est-à-dire U1. Donc U1 égale U0 plus V0. Donc U0 plus V0 qui sont tous deux égaux à 1. Donc c'est égal à 1 plus 1, ce qui me donne 2. Donc U1 est égal à 2. Pour V1, j'utilise la dernière relation, Vn plus 1 égale à 2Un plus Vn. Donc si je veux calculer V1, ça va me donner 2 fois U0 plus V0. Donc 2U0 plus V0. U0 et V0 sont égaux à 1, ça donne donc 2 fois 1 plus 1, ce qui donne 3. Donc finalement, U1 est égal à 2 et V1 est égal à 3. Nous en sommes donc à la question 1b. Dans la question 1b, on nous demande de démontrer que la suite V est strictement croissante, puis d'en déduire que pour tout entier naturel n, eh bien Vn est supérieur ou égal à 1. Donc pour cette question 1b, je me recopie à nouveau les relations qui génèrent les suites U et V. Et donc on me demandait de montrer que la suite V était strictement croissante. Donc ici, je vais faire la méthode qui, à partir du signe de Vn plus 1 moins Vn, eh bien, permet de savoir si une suite est croissante ou décroissante. Donc je vous rappelle, hein, soit vous arrivez à prouver que pour tout n appartenant à grand N, Vn plus 1 moins Vn est positif, auquel cas cela veut dire que Vn plus 1 est plus grand que Vn pour tout n appartenant à grand N, et donc que la suite est croissante. Soit vous arrivez à prouver que Vn plus 1 moins Vn est négatif, et dans ce cas-là, ça veut dire que Vn plus 1 est plus petit que Vn pour tout n appartenant à grand N, ce qui veut dire que la suite est décroissante. Donc dans tous les cas, il faut calculer pour tout n appartenant à grand N, Vn plus 1 moins Vn, et on verra bien si on tombe sur plus petit que 0 ou plus grand que 0. Donc pour tout n appartenant à grand N, je calcule Vn plus 1 moins Vn. C'est égal à, alors Vn plus 1, la relation qui est ici, me dit que c'est 2 fois Un plus Vn. Donc je remplace Vn plus 1 par 2 fois Un plus Vn, et je retire Vn comme indiqué ici. Les Vn s'annulent. Il reste donc 2 Un. Alors là, je me demande, est-ce que quand j'en suis là, est-ce que je suis capable de conclure sur le signe de Vn plus 1 moins Vn? Puisque visiblement, il faudrait que je connaisse le signe de 2, ça c'est bon, et il faudrait que je connaisse le signe de Un, puisqu'effectivement ici j'ai une multiplication, donc le signe d'une multiplication peut se trouver, le résultat d'une multiplication peut se trouver par le signe de chacun des deux facteurs. Donc 2 c'est positif, il faudrait savoir si Un est positif ou si Un est négatif. Et c'est là qu'il faut vous souvenir de la petite phrase de l'énoncé qui était marquée au départ. Il y avait marqué « On admet que les suites U et V sont strictement positives ». Donc, ça veut dire que quel que soit n appartenant à grand N, eh bien Un est strictement positif. Donc, on l'écrit. Ce qui veut dire que 2 fois Un est strictement positif. Donc, pour tout n appartenant à grand N, eh bien 2 fois Un est strictement positif.
Ce qui veut dire que, comme 2 fois un, c'était le résultat de Vn plus 1 moins Vn, eh bien ça veut dire que pour tout n appartenant à grand N, finalement, Vn plus 1 moins Vn est en fait strictement positif. Ce qui veut dire que si je transpose Vn, ça va me donner Vn plus 1 plus grand que Vn, ce qui veut dire que la suite est croissante. Donc soit vous écrivez une phrase en disant que Vn plus 1 est supérieur à Vn, soit directement, ici vous pouvez conclure que la suite est croissante. Donc V est croissante. On pourrait même dire strictement croissante, mais pour les suites, on se contente souvent de la simple croissance ou décroissance. Voilà pour cette question. Alors, je disais pour les suites, on se contente de ça, sauf que je viens de relire l'énoncé, et dans l'énoncé, on nous demandait de montrer que la suite V était strictement croissante. Donc, je reviens sur ce que je disais. On ne va pas conclure qu'elle est croissante, on va conclure qu'elle est strictement croissante, ce qu'on peut, puisqu'ici, on a un strictement positif. Donc, est strictement croissante. Voilà, donc dans cet exercice, l'exercice tient à ce qu'on montre ça, donc on fait ce que l'exercice nous demande, strictement croissant. Il y avait une deuxième partie dans cette question qui était, puis en déduire que pour tout entier naturel n, eh bien Vn est supérieur ou égal à 1. Autrement dit, en déduire que la suite V est minorée par 1. Alors, peut-être que pour bien séparer ici, je pouvais mettre un gros point au départ de mon raisonnement, et puis désormais, je vais mettre à nouveau un gros point pour la suite, pour la déduction. Alors moi, je vais effacer, et puis je vais déduire du fait que V est strictement croissante, qu'en réalité, la suite V est minorée par 1. Alors, je viens de montrer que la suite V est strictement croissante. Donc V est strictement croissante, voilà qui est écrit. Et donc, une des propriétés des suites croissantes, c'est que finalement, regardez, ici j'en ai représenté une, eh bien c'est que tous les termes vont être supérieurs au premier terme. Voilà. Ici, pour nous, le terme d'indice 0, donc V0. Donc, le fait que V soit strictement croissante, eh bien, je peux en déduire que pour tout n appartenant à grand N, eh bien, Vn est supérieur ou égal au premier terme, V0. Tous les termes de la suite sont supérieurs ou égaux au premier. Il se trouve que l'énoncé nous a défini V0 comme étant égal à 1. Donc finalement, eh bien, on vient de prouver que pour tout n appartenant à grand N, eh bien, Vn est supérieur ou égal à 1, car finalement V0 est égal à 1. Et voilà qui vient conclure la question. Alors ce graphique-là n'a rien à faire sur votre copie. Vous pouvez tout à fait le faire pour expliquer un petit peu votre raisonnement, mais ça suffit d'écrire cela. Donc quoi qu'il en soit, on vient de démontrer que la suite V était minorée par 1. Ensuite, question C, donc 1C, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, eh bien un, ici, est supérieur ou égal à n plus 1. Donc là, on nous dit que c'est par récurrence, donc on ne se pose pas 3000 questions, et on y va, on fait un raisonnement par récurrence. Donc, petite phrase d'introduction, je vais montrer par récurrence que la proposition Pn, qui est qu'en fait un serait supérieur ou égal à n plus 1, eh bien, est vraie pour tout entier naturel n. Je commence donc ma récurrence par l'initialisation qui va consister en vérifier que la propriété Pn est vraie pour le tout premier n considéré, c'est-à-dire pour nous 0. Donc, qu'est-ce que c'est que P0? Sur mon brouillon, je traduis Pn quand n vaut 0, donc ça me donne U0 supérieur ou égal à 0 plus 1. Donc voilà la question que je me pose, est-ce que U0 est bien supérieur ou égal à 0 plus 1? Si oui, la proposition P0 est vraie, et sinon, elle est fausse. Alors, U0, par définition, c'est égal à 1. Ça, c'est l'énoncé qui nous l'a donné dès le début, rappelez-vous. 0 plus 1, on ne dit pas grand-chose en disant qu'en fait, 0 plus 1, c'est aussi 1. Donc finalement, U0 est bien supérieur ou égal à 0 plus 1, puisqu'en fait, U0 est égal à 0 plus 1.
Donc, je peux dire que U0 vérifie bien la propriété d'être supérieur ou égal à 0 plus 1 et que donc, eh bien, la propriété P0 est vraie. Je passe à l'hérédité. Alors, pour passer à l'hérédité, je vais peut-être effacer ici et je vais réécrire à la place. Comme ça, tout tiendra ici. Donc, ça ici, hop, normalement, c'est au bruit. Donc, j'efface et on part sur l'hérédité. Donc, le principe de l'hérédité, c'est je choisis un entier naturel n de manière complètement aléatoire et je suppose que pour ce n-là, eh bien, la proposition est vraie. Je veux montrer que la proposition au rang suivant eh bien, est encore vraie. Alors, j'ai laissé vide exprès pour qu'on puisse compléter ensemble. Donc, si Pn, c'est Un est supérieur ou égal à n plus 1, eh bien, Pn plus 1, il faut que je remplace tous les n par dn plus 1. Cela donne U n plus 1, puisque je remplace ce n par n plus 1, supérieur ou égal à, je remplace n par n plus 1, ce qui va faire n plus 1 plus 1, donc ça va donner n plus 2. Donc, je veux montrer que si jamais un est supérieur à n plus 1, eh bien automatiquement un plus 1 sera supérieur à n plus 2. Donc, je pars donc de ce que j'ai supposé vrai, le fait que un est supérieur ou égal à n plus 1 pour le n qu'on a choisi. Dans ce cas-là, eh bien, je me rappelle ce qui me permet de partir de un et arriver à n plus 1. Je vous rappelle la formule qu'il y avait dans l'énoncé, qui était inscrite ici. La formule de calcul de un plus 1, c'était un plus vn. Donc ça, je peux me le renoter dans un coin. Encore une fois, ce ne sera pas à noter. Un plus 1, c'est un plus vn. Donc en fait, je me rends compte que pour obtenir un plus 1 dans le membre de gauche, eh bien, je peux rajouter vn. Donc c'est ce que je vais faire. Je rajoute vn dans le membre de gauche et donc je le rajoute tout de suite également dans le membre de droite. Et ensuite, je regarde, du coup, un plus vn, j'ai donc bien obtenu un plus 1. Donc finalement, j'ai obtenu un plus 1 supérieur ou égal à. Par contre, ici, moi, je voulais n plus 2 et je me récupère n plus 1 plus vn. Donc on se dit, en fait, ce n'est pas tout à fait ce que je veux. Mais je me rends compte que n plus 1 plus vn, en fait, c'est mieux que ce que je veux. Moi, je voulais plus grand qu'n plus 2 et là, je me retrouve avec un truc qui est plus grand que n plus 2. Donc, j'ai prouvé que n plus 1 était plus grand que quelque chose de plus grand qu'n plus 2. Pourquoi? Eh bien, parce que Vn, on a montré, d'après la question 1b, eh bien, que Vn était supérieur ou égal à 1. Donc, quand vous rajoutez un nombre supérieur ou égal à 1 à n plus 1, eh bien, vous allez obtenir quelque chose qui sera supérieur ou égal à n plus 2. Donc, en fait, ici, on peut préciser que c'est supérieur ou égal à n plus 1 plus 1. Et on peut préciser car Vn est supérieur ou égal à 1. Et c'est encore mieux si vous avez la place, moi je n'ai pas la place de l'écrire, mais que c'est d'après la question 1b. Donc, finalement, on arrive à montrer que un plus 1, qui était un plus vn, eh bien, est supérieur ou égal à n plus 1 plus 1, c'est-à-dire n plus 2. Et donc, finalement, on a prouvé que Pn plus 1 était encore vrai. Donc, j'ai prouvé que eh bien, la proposition Pn entraînait tout de suite Pn plus 1. C'est-à-dire quand elle est vraie, celle-là est automatiquement vraie. C'est le principe d'hérédité. Je peux donc conclure ma récurrence. Donc, je mets un point et j'écris conclusion. Eh bien, j'ai prouvé que la proposition eh bien, était vraie pour tout n appartenant à grand N. Donc, Pn, eh bien, en fait, pour tout n appartenant à grand N, eh bien, un allait être supérieur ou égal à n plus 1. Donc, pour tout n appartenant à grand N, un est supérieur ou égal à n plus 1. Donc, ça, je le retiens, ça risque de me servir dans les questions suivantes. Alors justement, la question suivante, c'est la question 1D qui est en déduire la limite de la suite U. Donc visiblement, ce qu'on vient
de trouver dans cette question, eh bien, va permettre de déduire la suite, la limite de la suite U. Alors, quand vous avez quelque chose comme ça, c'est-à-dire que le terme général UN, eh bien, est supérieur ou égal à quelque chose qui dépend de N, donc on ne parle pas de minoration de la suite, puisque ici, le minorant dépendrait de N, ce qui est formellement interdit dans la définition. Un minorant, c'est quelque chose de fixe, ce n'est pas quelque chose qui varie quand N varie. Donc ici, on a tout simplement une suite U qui est, dont le terme général est supérieur au terme général d'une autre suite, qui est la suite qui, pour tout N, eh bien, V, alors V c'est déjà pris, mais W, Wn serait égal à N plus 1. Donc en fait, ici, on est face très clairement à un théorème de comparaison, c'est-à-dire qu'on va comparer la suite U à la suite qui donne N plus 1. On écrit ça, donc on a, d'après la question 1C, bien pour tout N appartenant à grand N, UN est supérieur ou égal à N plus 1. Donc je vais chercher la limite de la suite dont le terme général est N plus 1. Donc je vais me rendre compte que quand N tend vers plus l'infini, eh bien N plus 1 tend vers plus l'infini. Et cela va entraîner le fait que la suite U va également tendre vers plus l'infini d'après le théorème de comparaison. Donc je vais dire, or, la limite de N plus 1 quand N tend vers plus l'infini, eh bien il se trouve que c'est plus l'infini. Donc, d'après le théorème de comparaison, eh bien, je peux en déduire que la limite de UN lorsque n tend vers plus l'infini, eh bien, c'est également plus l'infini. Voilà pour cette question 1D. On passe à la question 2. Alors, pour la question 2, eh bien, on pose une nouvelle suite, la suite R, dont le terme général Rn est égal à Vn sur Un. Hop, je vous remets ça sous les yeux. Voilà. On admet que Rn au carré est égal à cette expression-là, donc pas besoin de le prouver, même si on pourrait très certainement le faire. On va le prendre comme admis. Donc pour nous, Rn au carré, désormais, vaut 2 plus moins 1 puissance n plus 1 sur Un au carré. Petit a, démontrer que pour tout entier naturel n, eh bien, on a que moins 1 puissance n plus 1 sur Un au carré est compris entre moins 1 sur Un au carré et 1 sur Un au carré. Donc là, on a une question ici d'encadrement. Alors voilà, on veut montrer que pour tout n appartenant à grand N, on a cet encadrement. Quand on a une question d'encadrement en mathématiques, une méthode déjà pour savoir par où commencer, c'est d'observer ce qui est différent dans les trois membres de cet encadrement ici. On s'aperçoit d'abord qu'il y a des choses qui sont communes. Qu'est-ce qui est commun de manière évidente? Eh bien, il y a Un au carré. Vous avez vu un petit peu les effets spéciaux, ça change de couleur tout seul. Qu'est-ce qu'il y a de commun encore? Eh bien, il y a les traits de fraction. Waouh, encore un autre effet spécial. Donc, finalement, ce qui différencie ces trois membres, c'est que à gauche, j'ai moins 1, au milieu, j'ai moins 1 puissance n plus 1, et à droite, j'ai 1. Donc finalement, souvent, pour démontrer une inégalité en mathématiques, eh bien, on va partir de ce qui diffère dans les trois membres. Donc ici, là, ce qui diffère dans les trois membres, et ce qui fait que du coup, ces trois membres ne sont pas égaux, mais vont être rangés dans cet ordre-là, eh bien, c'est leur différence qui va faire que ces trois nombres ne sont pas égaux. Donc, la différence, le fait qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre, qui est plus petit que l'autre, ça va venir de ce qui est différent. Donc, posez-vous la question, est-ce que ce qui est différent est évident? Eh bien, oui, moins 1 puissance n plus 1, normalement, c'est un exemple que vous connaissez bien, c'est quelque chose qui vaut moins 1 ou 1. En effet, si n égale 0, eh bien, on va avoir moins 1 puissance 1, c'est égal à moins 1. Ensuite, si n vaut 1, ça va donner moins 1 fois 1 plus 1, donc moins 1 au carré. Moins 1 puissance 2, ce qui va donner 1. Quand n vaut 2, ça va être moins 1 à la puissance 3, ce qui va donner moins 1, et ainsi de suite. En fait, moins 1 puissance n plus 1 va alternativement être égal à moins 1, puis à 1.
Donc ça va donner moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 1. Donc finalement, moins 1 puissance n plus 1, de manière générale, on peut dire que c'est un nombre qui est supérieur ou égal à moins 1, puisqu'il vaut que moins 1 ou 1, et que c'est un nombre inférieur ou égal à 1, puisqu'il vaut que moins 1 ou 1, finalement. Donc on démarre par dire qu'on a remarqué cela, c'est-à-dire que pour tout n appartenant à grand N, eh bien moins 1 à la puissance n plus 1, eh bien finalement, c'est toujours compris entre moins 1 et 1. Alors si vous voulez rajouter une petite phrase en disant qu'en fait, moins 1 puissance n plus 1 vaut moins 1 lorsque n est pair et que ça vaut 1 lorsque n est impair, vous pouvez le faire. Ensuite, pour reconstruire cette inégalité, je m'aperçois qu'il va falloir que je divise par un au carré. Alors, je vais le faire. Donc, pour tout n appartenant à grand N, eh bien, moins 1, alors je ne suis pas obligé de le réécrire si je considère qu'il était ici pour toute la suite. En général, vous ne l'écrivez pas, donc je vais faire comme si j'étais vous. Donc, finalement, j'ai moins 1 sur un au carré. Donc, je divise tout le monde par un au carré. Là, je vais avoir moins 1 puissance n plus 1 sur un au carré. Et ici, je vais avoir 1 sur un au carré. La question, c'est quel sens d'inégalité je dois inscrire ici? Et aussi, est-ce que j'avais le droit de diviser par un au carré? Alors, à la question, est-ce que j'ai le droit de diviser par un au carré? En fait, la question, c'est est-ce que j'ai divisé par 0 ou pas, puisque je n'ai pas le droit de diviser par 0. Donc, quand j'écris un quotient comme ça, déjà, première chose à s'assurer, c'est que ce par quoi on divise n'est pas 0. Il se trouve que un, eh bien, on avait dit que c'était un nombre strictement positif. Donc, un nombre strictement positif n'est pas égal à 0. Et donc, quand on le met au carré, eh bien, il n'est pas égal à 0. Donc, ça va être la première chose à dire, c'est qu'on a pu diviser par un au carré, puisque un n'est pas égal à 0. Ensuite, deuxième chose, pour savoir si on change le sens ou si on le garde, eh bien, il faut savoir si on a divisé par un nombre positif ou par un nombre négatif. Ici, comme on a un au carré, on a divisé par un nombre positif. On peut donc considérer ici qu'on va garder le même sens. Alors, il faut une petite phrase pour dire tout ce que je viens de dire. On va donc dire qu'on a obtenu ça, car pour tout n appartenant à grand N, eh bien, un est strictement positif. Donc, un au carré est strictement positif. Voilà, à partir du moment où vous avez dit ça, vous avez justifié que un au carré n'était pas égal à 0, donc on avait le droit de diviser par un au carré, et qu'on gardait le sens, puisqu'on a divisé par un nombre positif. Voilà pour cette question 2A. Pour la question 2B, on nous demande d'en déduire que la limite de moins 1 puissance n plus 1 sur un au carré, c'est-à-dire ce qu'on avait au milieu de l'encadrement à la ligne du dessus, eh bien voilà, il faut cette limite quand n tend vers plus l'infini. Donc bien sûr, on nous dit en déduire, donc on va voir ce qui se passait à la ligne juste au-dessus. Eh bien, on avait montré que ce à quoi on s'intéresse était compris entre moins 1 sur un au carré et 1 sur un au carré. On va donc s'en servir. Alors, je répète ce qui va me servir, c'est que pour tout n appartenant à grand N, eh bien, cette expression est comprise entre celle-là et celle-là. Or, eh bien, j'ai démontré déjà dans la question 1, c'était le résultat de la question 1D, que la suite U divergeait vers plus l'infini. Je peux donc dire que eh bien, la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini, que donc, eh bien, ça veut dire que la limite de moins 1 sur un au carré, si un tend vers plus l'infini, un au carré tend vers plus l'infini, et donc moins 1 sur un au carré tend vers 0. Donc ça, je peux l'écrire. Donc je mets la petite étape du dénominateur pour être irréprochable. La limite de un au carré lorsque n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et donc, eh bien donc, je peux en déduire la limite du membre de gauche et la limite du membre de droite. Le membre de gauche, eh bien, si le dénominateur tend vers plus l'infini, moins 1 divisé par un nombre qui tend vers plus l'infini, eh bien, ça tend vers 0.
Et pour le membre de droite, 1 divisé par un nombre qui tend vers plus l'infini, eh bien, ça tend également vers 0. Donc, les deux membres ici, sur les côtés, tendent vers 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, eh bien, celui-là tend également vers 0. Voilà, donc j'ai rédigé, d'après le théorème des gendarmes, la limite quand n tend vers plus infini, moins 1 puissance n plus 1 sur un au carré est égale à 0. Voilà qui vient conclure cette question 2b. Ensuite, on nous demande de déterminer la limite de la suite Rn carré et ensuite d'en déduire du coup que Rn, la suite R, donc converge vers racine de 2. Donc dans un premier temps, la limite de Rn au carré. Alors le mieux c'est de retourner voir ce que c'est qu'Rn au carré. Rn au carré, c'est écrit ici. Rn au carré, c'est 2 plus moins 1 puissance n plus 1 sur un au carré. Donc on nous demande la limite de la suite de terme général Rn au carré. Dans Rn au carré, on reconnaît très fortement eh bien, ce dont on vient de trouver la limite. En effet, moins 1 puissance n plus 1 sur un au carré, eh bien, on vient d'en trouver la limite. C'est encore écrit là, la limite, c'est 0. Donc du coup, tout ce terme-là ici tend vers 0. Donc Rn au carré va tendre vers 2. Puisque tout ce qui dépend de n ici tend vers 0. Donc 2 plus quelque chose qui tend vers 0, eh bien, cela tend vers 2. Donc on écrit ça, et on aura déjà fait le début de la question de C. Donc pour tout n appartenant à grand N, eh bien, on avait admis que Rn au carré était égal à 2 plus moins 1 puissance n plus 1 sur un au carré. Or, la limite ici de cette partie-là, on a prouvé dans la question 2b que c'était 0. Donc, par somme, eh bien, la limite de 2 plus moins 1 puissance n plus 1 sur un au carré est égale à 2. Et donc, je peux en conclure que la limite de Rn au carré lorsque n tend vers plus l'infini, eh bien, c'est égal à 2. Voilà pour la première partie de cette question de C. Alors, on nous demandait d'en déduire, eh bien, que finalement, ici, Rn convergeait vers racine de 2. Alors, c'est un peu plus fin que ce qu'on pense, même si finalement on a les points assez rapidement, même sans passer vraiment par la finesse du raisonnement. Alors en général, vous avez tendance à dire un petit peu rapidement que si Rn au carré tend vers 2, eh bien ça veut dire qu'en fait, à l'intérieur du carré, on tendait vers racine de 2, puisque du coup, si on se rapproche de racine de 2, on se rapproche de racine de 2 au carré, c'est-à-dire de 2. Oui, mais attention, en réalité, une suite dont le carré tend vers 2, eh bien, déjà, première chose, elle peut tendre vers racine de 2, comme vous pouvez l'imaginer, mais elle peut aussi tendre vers moins racine de 2. Et puis, on pourrait imaginer une suite qui vaut alternativement racine de 2 quand n est pair et moins racine de 2 quand n est impair, par exemple. Donc en fait, on peut tout imaginer. La suite, si ça se trouve, elle fait racine de 2 moins racine de 2, racine de 2 moins racine de 2. Donc ça se trouve, c'est une suite qui ne converge même pas, qui vaut une fois sur 2 racine de 2, une fois sur 2 moins racine de 2. Et bien si vous la mettez au carré, cette suite, eh bien finalement, elle converge et elle converge vers 2. Donc vous voyez, il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc ici, ce qui va faire que finalement, la suite Rn non seulement va converger, mais en plus, elle va converger vers racine de 2, eh bien, c'est que la suite Rn, elle est positive par définition. Alors, pourquoi la suite Rn, R est positive par définition? Eh bien, c'est parce que dans l'énoncé, on nous a dit que Rn était égal à Vn sur Un. C'est la définition qu'on nous a donnée au tout début ici de la suite R. Donc, on fait attention à ça pour ne pas raconter n'importe quoi. Donc, on va dire que cette suite R, eh bien, elle est positive et que donc, effectivement, si elle est positive, eh bien, Rn tend vers racine de 2. Donc, je récapitule. La limite, quand n tend vers plus l'infini de Rn au carré, c'est 2. Or, pour tout entier naturel n, eh bien, Rn a été défini comme étant Vn sur Un. Et je vous rappelle que depuis le début de l'exercice, on a admis que U et V étaient des suites strictement positives. C'était une des premières phrases de l'énoncé. Donc, c'était quelque chose qu'on avait admis.
Donc, finalement, par définition, alors, or, pour tout n, et Vn strictement positif et Un strictement positif. Donc, finalement, pour tout n appartenant à grand N, eh bien, il se trouve que Rn est strictement positif. Donc, effectivement, eh bien, ici, on va avoir que eh bien, Rn est obligé de tendre vers racine de 2. Donc, la limite de Rn, quand n tend vers plus l'infini, eh bien, ça va être la racine carrée de la limite. Donc, c'est égal à racine carrée de 2. Alors, derrière tout ça, il y a un argument de continuité également. Hein, quand on passe des limites comme ça à l'intérieur de fonctions qu'on compose, eh bien, il y a un argument de continuité. Maintenant, le jour du bac, ça n'était pas demandé. Ici, on va se contenter déjà de cette réflexion-là. Donc, si déjà vous avez remarqué que eh bien, Rn était positif et c'est ce qui fait que la limite c'est racine de 2 et pas moins racine de 2, vous aviez tous les points. Ensuite, on nous demandait de démontrer que pour tout entier naturel n, eh bien, Rn plus 1 avait cette expression-là. Bon, bah ça, c'est du calcul. Alors, Rn plus 1 égale. Alors, je me note dans un petit coin. Hein. Donc, vous avez votre sujet sous les yeux. Je me note ce à quoi je veux arriver. Donc, il y a plusieurs manières de démontrer une égalité comme ça en mathématiques. Soit vous partez de Rn plus 1, vous essayez d'arriver à cela. Soit vous partez de ça et vous essayez d'arriver à Rn plus 1. Soit vous calculez Rn plus 1, vous calculez ça et vous arrivez à une même troisième expression, ce qui voudra dire que ces deux-là étaient égales. Bon, moi je vais faire formule classique, je pars de Rn plus 1 et j'essaie de reconstituer 2 plus Rn sur 1 plus Rn. Donc je me le note là un petit peu comme une boussole à suivre. Du coup, Rn plus 1, eh bien, par définition de la suite R, eh bien, un terme de la suite R, c'est le terme avec le même indice de la suite V divisé par le terme avec le même indice de la suite U. Donc Rn plus 1, c'est donc Vn plus 1 sur U n plus 1. À partir de là, Vn plus 1 et Un plus 1, eh bien, je vais regarder ce qu'ils valent. Je reprends la définition de début d'exercice. Un plus 1, c'est Un plus Vn. Et Vn plus 1, c'est 2 Un plus Vn. Donc, on vient de dire Vn plus 1, c'est 2 Un plus Vn. Et Un plus 1, c'est Un plus Vn. Bon, alors la question, c'est comment je peux arriver à 2 plus Rn sur 1 plus Rn. Bah, si j'écris ce que c'est, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, on a 2 plus Rn, en fait, c'est 2 plus Vn sur Un, divisé par 1 plus Rn, c'est-à-dire 1 plus Vn sur Un. Donc, ce qui me choque ici, c'est que là, j'ai des fractions de fractions, alors que pour l'instant, je n'en ai pas. Bon, bah, j'ai qu'à refabriquer ici le dénominateur Un au numérateur et le dénominateur Un au dénominateur ici. Donc, ça va me donner, je vais avoir besoin d'un peu de place. Hop. Donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner ici, je vais multiplier en fait par fois 1 sur Un au numérateur et fois 1 sur Un au dénominateur. Si ça vous semble trop compliqué, je ferai l'autre méthode juste après en partant de ça et en montrant qu'on arrive à Rn plus 1. Donc si je multiplie au numérateur par 1 sur Un et au dénominateur par 1 sur Un, ce que j'ai le droit de faire puisque U n'est pas égal à 0, hein, donc j'ai le droit de diviser par Un. Donc ça va me donner 2 Un plus Vn sur Un divisé par Un plus Vn sur Un. À partir de là,
eh bien, je peux découper ma fraction en deux. En fait, quand je divise par UN, 2UN divisé par UN, ça va me donner 2. J'ai plus beaucoup de place. Donc, ça va me donner 2 plus VN sur UN. Et au dénominateur, j'ai UN sur UN plus VN sur UN. Donc, UN sur UN, ça vaut 1, plus VN sur UN, qui va être en fait le fameux Rn. Donc là, j'ai obtenu que Rn plus 1 était finalement égal à 2 plus Rn sur 1 plus Rn. Hop. Et donc ça, c'est Rn plus 1. Donc première méthode, c'est brutalement, je pars de Rn plus 1 et j'essaie de reconstituer ici la réponse qu'on m'a demandé. Maintenant, je peux tout à fait partir de la réponse qu'on m'a demandé. Peut-être que ça va vous paraître plus simple. Donc, j'efface et je recommence en partant de la réponse. Et vous verrez, il n'y aura pas cette chose-là ici à faire de multiplier par 1 sur UN à laquelle peut-être vous n'auriez pas pensé. Donc, si je pars de 2 plus Rn sur 1 plus Rn, je remplace Rn par sa définition, c'est-à-dire Vn sur Un. J'obtiens donc 2 plus Vn sur Un divisé par 1 plus Vn sur Un. À partir de là, eh bien, ce qui est naturel, mon but, je vous rappelle, c'est d'arriver à Rn plus 1. Rn plus 1, si je me renote ce que c'est Vn plus 1 sur Un plus 1. Et Vn plus 1 sur Un plus 1, on rappelle, c'est 2. Vn plus 1, c'est 2 Un plus Vn. Ça, c'est les définitions de début d'exercice. Et Un plus 1, c'était Un plus Vn. Donc, mon but, c'est d'arriver à ça. Je pourrais dire tout de suite après que c'est Vn plus 1 sur Un plus 1 et donc que c'est Rn plus 1. Donc ici, je vais essayer de mettre au même dénominateur le numérateur et le dénominateur. Donc, pour le numérateur, je vais mettre sur UN. Donc, ça me donne 2UN plus Vn, le tout sur UN. Puisque 2, c'est 2UN sur UN. Le tout sur, eh bien, pareil ici, le 1, je vais le mettre sur UN. Donc, c'est UN sur UN. Donc, ça me donne UN plus Vn sur UN. À partir de là, diviser par ce nombre, ça revient à multiplier par son inverse. Et donc, finalement, j'obtiens 2UN plus Vn sur UN qui va être multiplié par l'inverse de UN plus Vn sur UN, c'est-à-dire UN sur, alors je vais effacer ce qu'il y a là, ça commence à nous déranger. Hop, donc UN, le dénominateur, sur UN plus Vn. Donc, au numérateur, tout ça va être multiplié par UN, et là, tout ça va être multiplié par UN. Donc, si UN est bien en facteur de tout le monde, je peux le simplifier. Il me reste donc 2UN plus Vn sur, donc c'est égal à 2UN plus Vn sur UN plus Vn. Et ça, il se trouve que c'est Vn plus 1 sur UN plus 1, c'est-à-dire Rn plus 1. Donc je décale un peu mon tableau. C'est donc égal à Vn plus 1 sur UN plus 1, ce qui est égal à Rn plus 1. Et voilà, on a donc démontré que 2 plus Rn sur 1 plus Rn était égal à Rn plus 1. Donc on peut le répéter ici, que c'est 2 plus Rn sur 1 plus Rn qui est égal à Rn plus 1. Donc voilà une deuxième manière de faire cette question. Alors pour la dernière question, on nous dit on considère le programme suivant écrit en langage Python.
Donc on l'analysera juste après. On nous rappelle, vous voyez, ça utilise abs et SQRT. Donc on nous rappelle que abs, c'est la valeur absolue. SQRT, c'est la fonction racine carrée, c'est square roots. Et enfin, vous avez 10 étoile, étoile, moins 4. On rappelle qu'en fait, étoile, étoile veut dire puissance. Alors ça, c'est pas toujours rappelé. C'était un des premiers sujets avec Python, donc je pense que c'est pour ça. Mais vous êtes censé connaître tout ça. Alors, on nous dit la valeur renvoyée de n par ce programme est 5. À quoi correspond-elle? Donc, il va falloir analyser le programme pour savoir ce qui est renvoyé par le programme et donc à quoi correspond ce fameux 5. Alors, j'ai recopié le programme ici. Donc, le programme, déjà, c'est une fonction, puisqu'ici, on a un def seuil. Donc, c'est une fonction qui va porter le nom de seuil. Visiblement, elle n'appelle personne ici en argument. Du coup, ça veut dire qu'en fait, d'écrire seuil, parenthèse, parenthèse, eh bien, ça va s'exécuter et finalement, on n'a rien à renseigner à l'ordinateur. Le programme va directement nous sortir une valeur. Alors déjà, première chose à voir, quand on a un algorithme Python face à nous, un programme comme ça, quand on a une fonction, eh bien, il faut savoir déjà ce qu'elle va nous retourner, ce qu'elle va nous renvoyer. Ce qu'elle va nous renvoyer, c'est marqué dans le return ici. Donc, en gros, ça va nous renvoyer ce qu'il y aura dans la variable n. Voilà. Donc, à nous de voir à la fin du programme ce qu'il y aura dans la variable n. Maintenant, la deuxième chose à voir quand vous avez un algorithme, donc première, c'est ce que renvoie l'algorithme. Donc déjà ici, c'est n, donc déjà ça nous renvoie un indice, un rang. Et maintenant, deuxième chose à voir, c'est qu'est-ce qui fait que le programme va s'arrêter. Vous voyez, typiquement ici, il y a un while, donc ça veut dire que vous avez une condition qui est marquée derrière et que tant que cette condition est vérifiée, eh bien, ça va tourner en boucle le programme. Donc, si le programme ne tourne pas en boucle indéfiniment et s'arrête un jour, c'est parce que la condition à l'intérieur du while ne sera plus remplie. Donc, ce qui fait qu'un programme s'arrête, c'est ce qui se trouve derrière le while. Ce qu'il y a en dessous, c'est les actions qui seront exécutées à chaque fois que cette condition est remplie. Donc, while, c'est tant que. Donc, si on analyse un petit peu cette fonction, au départ, vous avez une phase d'initialisation des variables. Vous voyez, n égale 0, r égale 1. Alors, il faut tout de suite faire un rapprochement avec l'exercice qu'on a devant nous. Je vous rappelle qu'on avait une suite R qui était définie par, on venait de montrer que Rn plus 1 eh bien, était égal à 2 plus Rn sur 1 plus Rn. C'était la question d'avant avec le petit calcul. Donc, très certainement, quand on lit R, qu'on va nous parler de cette suite. Alors, au départ, quand n vaut 0, est-ce que cette suite R vaut 0? Je vous rappelle que la suite R, elle avait été définie au départ en disant qu'Rn, finalement, pour tout n appartenant à grand N, c'était Vn sur Un. Bon, Vn sur Un, donc ça laisse le calcul de R0 faisable. R0, c'est donc V0 sur U0. V0 sur U0, ça vaut donc 1 sur 1, c'est-à-dire 1, puisque V0 et U0, on avait dit que c'était égal à 1. Donc finalement, R0 égale 1, c'est dit dans l'algorithme en disant que bien, la variable n, on lui affecte la valeur 0 et la variable r, on lui affecte la valeur 1, ce qui permet de retenir deux informations. Le fait qu'on est en train de parler de R0, c'est pour ça que dans n, on a mis 0, et que la valeur par contre de R0, c'est 1, donc c'est pour ça que dans R, on a mis 1. Ensuite, comme souvent dans les programmes qui sont proposés au baccalauréat, à l'intérieur du while, on a simplement la formule qui permet de calculer les termes suivants. Donc là-dedans, on a les opérations qui permettent de faire évoluer la variable n et la variable r. Donc, regardez ici, r, on vous dit que la variable r va être affectée avec la valeur de 2 plus r sur 1 plus r. C'est-à-dire qu'en fait, c'est cette formule-là. Alors, vous ne voyez pas les indices puisque la variable, eh bien, elle est notée sans indice, c'est R et pas Rn. Donc finalement, dans le calcul du nouveau R, le nouveau R, en fait, correspond à Rn plus 1, eh bien, c'est 2 plus R sur 1 plus R. Et dans Python, on est obligé d'écrire en ligne, on ne peut pas écrire comme ça en fraction, ce qui nécessite du coup les parenthèses autour de 2 plus R et de 1 plus R. Mais comme vous le voyez, quand on écrit ça, on ne sait plus où on en est, on ne sait plus si on est en train de calculer R5 ou R8 ou R20 ou R48.
Donc finalement, il y a nécessité de faire évoluer la variable n également, qui pour l'instant est coincée à 0. Donc, eh bien, à n, on va affecter l'ancienne valeur de n et lui rajouter 1. Donc en fait, on va faire évoluer la variable n. Au premier tour de boucle, elle va passer de 0 à 0 plus 1, c'est-à-dire à 1. Deuxième tour de boucle, elle était égale à 1. Du coup, elle va être affectée, on va lui affecter la valeur 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Troisième tour, on va lui affecter la valeur 3. Quatrième tour, valeur 4, etc. Donc en fait, ça permet de retenir où on en est. Voilà pour les opérations qui sont là-dedans. Et donc maintenant, quand est-ce que s'arrête cet algorithme? Cet algorithme, il continue. Faites attention, hein, parce que là, ce qui est marqué dans le temps que, c'est la condition qui fait qu'on continue. Donc, il continue tant que la valeur absolue de R moins racine carrée de 2. Donc, nous, si on remet ça dans notre problème, la valeur absolue de Rn moins racine de 2 est supérieure à 10 puissance moins 4. Donc, s'il continue tant que cette valeur absolue est supérieure à 10 moins 4, eh bien, ça veut dire qu'en fait, l'algorithme va s'arrêter au moment où cette condition ne sera plus remplie, c'est-à-dire au moment où Rn moins racine de 2 deviendra plus petit que 10 moins 4. Donc en fait, on peut déjà répondre à la question qui est que la valeur 5 qui est renvoyée par l'algorithme, eh bien en fait, c'est une valeur de n puisque l'algorithme renvoyait une valeur de n, c'est marqué là. Donc la valeur 5, c'est le plus petit indice n, tel que quoi? Tel que cette condition-là n'est pas remplie. Donc cette condition-là ne sera pas remplie à partir du moment où Rn moins racine de 2 en valeur absolue, eh bien, est plus petite que 10 moins 4, puisqu'on continuait tant que c'était plus grand que 10 moins 4. Voilà la réponse à la question. Alors, on peut peut-être s'intéresser à pourquoi on a fait ce calcul ici. Donc, je vais effacer cet algorithme et puis je vais faire un petit graphique. Donc, ce qui se passe concrètement, hein, quand vous avez une suite dont vous avez prouvé que la limite c'était racine de 2, puisque c'est ce qu'on a fait dans cet exercice, ça veut dire que eh bien, les termes de votre suite vont se rapprocher toujours plus de racine de 2. Alors, comment ça se voit quand on est sur un graphique comme ça? Eh bien, on va imaginer la suite R. Donc, par exemple, peut-être qu'elle fait ça. Mais donc, l'idée, c'est que, eh bien, lorsque la suite R tend vers racine de 2, eh bien, ça veut dire qu'elle va s'en rapprocher toujours plus. Et donc, ça veut dire que si vous faites un petit intervalle qui contient racine de 2, qui est de la forme racine de 2 moins 10 puissance moins 4, donc ici, vous faites quelque chose qui a une largeur de 10 puissance moins 4. 10 puissance moins 4, c'est 0,0001. Et pareil de l'autre côté ici, 0,0001. En fait, vous êtes en train de créer un petit tube autour de racine de 2 ici, qui va être comme ça. Donc, effectivement, à partir du moment où les termes de votre suite sont à l'intérieur de ce tube, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que, en fait, ils sont à une distance de racine de 2. Vous voyez, si je mesure ici la distance pour... donc, ça, c'était 0, 1, 2, 3. Donc là, on va dire 4. Et là, on va dire 5. Eh bien, ça veut dire que nous, c'est ça qu'on a trouvé, hein, que c'était pour 5. C'était R5 qui rentrait dans le tube. Eh bien, en fait, ça veut dire que R5 se situe à une distance qui est là, plus petite que 0,001 de racine de 2. La distance entre le point vert et la ligne rouge est plus courte que la distance qu'il y a entre la ligne bleue et la ligne rouge. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que la distance qui est là, eh bien, c'est typiquement sur mon dessin, c'est racine de 2 moins R5. Cette distance, on peut tout à fait dire comme c'est une distance, la mettre entre valeurs absolues, histoire d'enlever éventuellement, si elle est négative, le signe. Eh bien, cette distance, elle est donc inférieure ou égale à la distance entre la rouge et la bleue, c'est-à-dire à 0,001. Donc, en fait, avec cet algorithme, on s'est intéressé à savoir quand est-ce que, quand on construisait un tube ici,
de rayon 0,0001, eh bien, à partir de quand la suite rentrait dedans, puisqu'on avait prouvé que la suite tendait vers racine de 2. Bon, on s'intéresse un petit peu à quelle vitesse, et donc on se fixe un tube et on regarde à partir de quand on est rentré dedans. On est rentré dedans à partir du rang 5 visiblement, donc assez rapidement. Et donc, dernière chose, si jamais ça ne nous convient pas et qu'on veut parler un petit peu plus librement, on va parler de distance. C'est le plus petit indice, tel que la distance entre le nombre racine de 2 et le nombre Rn, le terme de notre suite, est plus petite que 10 moins 4. Ça y est, on a fini. Donc, vous voyez, sujet assez complet qui permet de voir qui, parmi les élèves, a vraiment bien compris son programme et a compris chacun des théorèmes qui étaient dans le cours sur les suites numériques. Je vous encourage à en faire beaucoup d'autres. Il faut vraiment en faire plein. Vous trouverez les autres sujets sur monbacenmath.fr. Vous pourrez avoir les corrections en vidéo avec. Et entraînez-vous, faites-en un maximum. Et comme ça, vous aurez moins de chances d'être surpris le jour du baccalauréat. Allez, à bientôt!